Oui. Ok, on va mettre la première image. Parfait. Je me suis demandé moi aussi qu'est-ce que c'était que le vide. Hein. D'ailleurs, pour commencer, j'ai trouvé que les dernières interventions de nos chers organisateurs du territoire et autres paysagistes étaient passionnantes. Elles étaient passionnantes parce qu'elles cherchaient, parce que c'est ça de cela qu'on va parler, c'est à partir du vide de trouver un concept. Partait de toutes sortes de configurations topographiques ou géologiques. Et à partir de ce contexte, vous avez essayé de trouver un concept, donc de conceptualiser un contexte. Et peut-être c'est de ça qu'il s'agit, c'est de se poser qu'est-ce que c'est que le vide. Ça, c'est ma première remarque d'introduction par rapport à ce qu'on va discuter. Puis la deuxième, elle a quelque chose à voir avec l'exposition que Francis Rambert et ses amis ont organisée à l'étage, la ville fertile, où j'ai trouvé une chose absolument passionnante, qui est aussi quelque chose qui a à voir avec le vide et le concept. C'est cette notion qu'il y a eu une époque où le paysage était au service de l'architecture. Je dirais même que dans le cas de Roberto Burle Marx, c'est un peu ce qui se passe. Et qu'aujourd'hui, on arrive à une sorte de retournement. Je ne parlerai pas du projet du zoo, par exemple du zoo de Vincennes, sur lequel je travaille, où c'est plutôt le contraire. C'est l'architecture qui se met au service du paysage. Et cette inversion, je crois qu'elle est très importante parce qu'elle fait partie du concept. Bien. Alors pourquoi se poser la question, qu'est-ce que c'est que le vide? Vide absence, vide cavité, vide creux, vide débarras, vide ennui, vous pouvez tous les lire. C'est parce que, qu'est-ce que c'est que ce vide? Quand tu as commencé à parler de ce thème, bien sûr, il y a un tas d'idées préconçues sur ce que c'est que le vide. Puis il y en a d'autres, la vie quotidienne de l'architecte, vidée, épuisé, exténué. Alors j'ai trouvé un tas de photos, j'en ai choisi une, l'architecte, exténué. C'est aussi un verbe, abandonner, déloger, démeubler, dépeupler. On a parlé de Berlin, on a parlé d'un certain nombre de villes où il s'agit de trancher et d'expulser, de faire le vide, ou même de détruire ce qui était pourtant, à une époque, une sorte de patrimoine. Il y a eu des livres qui ont été écrits à une certaine époque. À la fin des années 70, on a théorisé sur le vide. Lipovetsky qui parle de la société où nous vivons, qui est une société sans normes, sans prétention, de la mode du marketing, qui réhabilite l'ornementation. Ça s'applique aussi à l'architecture. Et vous connaissez de projets très intéressants depuis quelques années qui travaillent sur la notion de surface, ornementation. Ça peut être aussi un vide existentiel, un peu plus philosophique, qui neutralise les émotions. Vous vous souvenez de l'époque d'Archizoom, et dans le cas particulier de Superstudio, qui invente cette structure extraordinaire dans laquelle un certain nombre de cerveaux complètement retirés de leur corps coexistent dans un système de réseau, dans un grand cube. Le vide parodique, c'est-à-dire toutes les cultures sont annexées dans l'architecture, elles coexistent pacifiquement, mais tous les styles sont possibles. De très très bons architectes, ici James Sterling à Stuttgart, ont travaillé sur cette espèce de coexistence pacifique. Puis il y a d'autres villes, le vide narcissique, le vide techno, je dirais même le vide porno, si on regarde certaines de ces images qui peuplent nos revues d'architecture. Tous les matins, pour me réveiller, j'ouvre Internet et je prends la revue Design, www.design, qui vous montre ce que c'est que l'image d'aujourd'hui. Ça peut être aussi une absence de matière, une absence d'être, un non-être. Ça peut être aussi une étendue, un vide intersidéral. Puis il y a toutes les expressions de tous les jours,
La nature a l'ordure du vide. Le vide permet d'être rempli. Le vide n'est pas le rien. Faire le vide absolu. C'est un peu la question que se posait, en prenant de nouveau ces années 70 qui étaient fertiles en mode critique, à une époque où peut-être la critique était plus importante qu'elle n'est maintenant, le travail d'Archizum, qui simplement par la répétition arrive à transformer ce vide en une espèce d'expression de notre société contemporaine de consommation, mais qui en certains points touche un peu au paradoxe opérationnel dont parlait Manuel Gauza tout à l'heure. Puis le vide des philosophes, le vide des mathématiciens, on le connaît. Le vide, ça n'existe pas. Le vide, c'est simplement un sous-ensemble d'un plein. Alors les sous-ensembles, les grands ensembles, ça a été aussi toute l'histoire du vide. On a parlé un peu de cinéma ce matin, et de la passion, 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Cette discussion qui est devenue une polémique à un moment donné, lorsque Colin Rowe, dans son livre Collage City, enfourche le cheval de bataille de la ville des archétypes, de la ville des rues et des places, où enfin il y a des espaces, au lieu des vides de Le Corbusier. Donc, opposition des deux choses. Cette opposition marque toute une idéologie de l'architecture. Il ne s'agit pas de théorie maintenant, il s'agit vraiment d'idéologie. Et curieusement, à l'époque du parc de la Villette, j'avais été très frappé par cela. Et dans la discussion de la continuité de la ville, voulant introduire une discontinuité, mais peut-être pour rétablir le sérieux du discours du mouvement moderne sur l'objet qui active le vide, c'est-à-dire pas du tout quelque chose qui est un objet de sculpture, de contemplation, mais beaucoup plus un objet dynamique qui est là pour activer les choses. Et dans ces premiers croquis, je ne sais pas si ça marche comme on va voir, très juste, dans ces premiers croquis, regardant quelles étaient les manières d'articuler l'espace, un peu dans le sens de ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Desvignes et Gaoza, qui regardent le contexte et qui essayent de comprendre comment l'amplifier, ce contexte topographique ou même historique. Ici, c'était d'abord de partir de quelque chose qui était entièrement abstrait, comme la grille ou comme les cercles concentriques, comme les axes baroques, etc. Mais, à un moment donné, étant à nouveau passionné par l'histoire des points qui sont activateurs, et de se dire peut-être il s'agit de les réhabiliter au niveau du paysage, c'est-à-dire non plus de travailler sur le système du 18e ou du 19e ou du 20e, mais de la trame qui joue à la fois sur la répétition et la différence. Vous connaissez les textes s'y rapportant. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une trame, il s'agit d'une multiplicité qui à la fois travaille sur l'espace tel qu'il est intersecté par le mouvement des corps dans cet espace, l'appropriation du terrain, des surfaces, et évidemment ces éléments activateurs qui étaient ces points des folies. Donc, dès ce moment-là, on parle d'un concept qui n'est pas unitaire, mais d'un concept de vide qui est déjà pluriel. La question de l'entre-deux a été abordée 2-3 fois, elle est fondamentale, c'est-à-dire que nous avons toujours quelque chose à sa droite, quelque chose à sa gauche, et entre deux, c'est ici que se déroule l'action, l'événement. Dans le cas du bâtiment du Fresnoy, il y avait déjà un existant qui était le bâtiment d'origine, sur lequel on met une grande enveloppe pour définir un vide. Et ce vide, c'est cet entre-deux de tous les possibles, cet espacement de tous les possibles. L'architecture, et maintenant je parlerai plus d'architecture que de paysage, c'est essentiellement une manière de produire des idées, des concepts pour le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas du tout de produire des formes. Quand Buckminster Fuller développe son dôme d'Imaxion, c'est une vue
de notre société qui est absolument extraordinaire dans la clarté de l'idée de ces objets qui peuvent flotter à l'intérieur d'une enveloppe. Donc l'architecture, c'est une activité qui invente des concepts et qui les matérialise aussi bien par des vides que par des pleins, par des espaces que par des matériaux. Mais la manière dont on les matérialise fait des choses qui sont très très différentes. On va regarder deux entre-deux, qui sont un entre-deux entre deux enveloppes. L'une enveloppe, il s'agit de deux zéniths, l'un à Rouen, l'autre à Limoges. La première enveloppe est en béton, la deuxième en acier, c'est le cas de l'enveloppe des enveloppes à Rouen. Eh bien, dès le moment où on matérialise cela, cette matérialité à propos qui est fondamentale parce que l'architecture, ce qui la distingue des mathématiques et de la philosophie, c'est justement le fait qu'il y a cette matérialité, que tout à coup, l'espace le vide qui a été défini, parce qu'on pourrait parler d'architecture en tant que soit on définit ce vide, donc on définit un espace, soit on l'active. Ce n'est pas simplement une question toujours de le mettre en scène et le tirer entre ses bras, c'est également d'activer cet espace. Dans le cas particulier, l'espace est défini par cette double enveloppe et activé par les mouvements ou les escaliers, les rampes, les vecteurs dans l'espace. Une manière de percevoir les choses, de l'accentuer par peut-être en ayant des matériaux qui viennent en retrait, comme les chaises transparentes, et tout à coup, le même concept, exactement le même concept, deux enveloppes, une qui laisse passer la lumière, qui la laisse filtrer en polycarbonate, oui, ça je laisse ça, et en contradiction, ou plutôt en opposition, en distinction, avec le bâtiment qui lui avait donné, qui le précédait, où nous avons donc une enveloppe en acier, une enveloppe en béton, ici du polycarbonate du bois. Qu'est-ce qui se passe? La définition du vide, la définition de l'espace, est entièrement différente simplement par la manière dont je l'ai mis en scène. Donc le vide n'est jamais neutre, il est toujours par rapport à ce qui le définit. Donc, ici, certaines oppositions, et cela aussi bien au niveau de... Le concept est le même, la perception est différente, et peut-être l'émotion est différente elle aussi. Les concepts, c'est très important en architecture. Nous vivons dans une période où c'est essentiellement les percepts ou la perception qui est la plus importante. Et des concepts, je vous en donne quelques-uns. Duchamp, c'est les ready-made, Le Corbusier, le plan de libre, Kissler, la maison sans fin, la Endless House. Eh bien, chez Duchamp, c'est surtout une question de contexte. C'est dans quel vide allons-nous mettre cette urinoir? Chez Le Corbusier, c'est une manière de définir une trame, les points, et ce champ de tous les possibles, qui est justement ce que permet le plan libre. Ou la maison infinie, qui est justement ce vide infini, qui n'a jamais d'interruption, qui est celle de la maison de Kissler. Architecture, forme de connaissance avant d'être forme, bon, ça on peut aller assez vite, c'est-à-dire que ce n'est pas une discipline, il faut faire très attention. L'architecture n'est pas une discipline, l'architecture c'est un champ qui s'intersecte avec d'autres disciplines. Et c'est souvent la marginalité qui nous apprend plus sur ce que nous faisons que le centre ou la centralité. Je trouvais très amusant en préparant ça, cette expression qui avait ces trois mots de Kant, concept, matière et vide. C'est un peu une définition de l'architecture. Les concepts sans matière, sans vide. Il n'y a pas d'architecture sans matière. Et le vide, à un moment donné, est défini par la matière. Un exemple de paysage, je n'arrive pas à m'en tirer. Regardez ceci. Eh bien, c'est une œuvre posthume de l'artiste Robert Smithson en train de flotter sur la Hudson River à New York. Concept. Affect, percept. Les concepts, c'est pas
faire un bâtiment en forme de cube ou en forme de trame ou en forme de blob, ce n'est pas un concept. Ça, ce n'est pas un concept, c'est une image. Un concept, c'est toujours une chose très complexe parce qu'elle est dans la multiplicité. Ça contient du programme, ça contient du climat, ça contient des coûts. Ça, c'est un concept. Mais c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses derrière cela. Je vais vous montrer un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est justement un moment où l'architecture se met au service du paysage. C'est toute une zone pratiquement vierge, près de Saint-Domingue, où la main de l'homme n'est jamais intervenue. Et on nous demande de construire une ville de 40 000 habitants. Il ne s'agit pas de faire Brasilia. Dès ce moment-là, on se pose la question, comment trouver à l'intérieur de cette forêt une stratégie qui nous permet d'avancer dans le sens de ce contexte existant. Donc nous creusons une série de clairières et après l'architecture vient comme un jeu, si l'on veut. Ce n'est plus la trame du jeu d'échecs, mais c'est autre chose qui joue justement avec la nature du concept, du contexte existant. En architecture, vous avez toujours des constantes, pesanteur, étanchéité et des variables. Les variables, c'est tout le reste. Ceci, vous l'avez toujours, que ce soit maintenant 2 siècles ou 3 siècles plus tard, on travaille toujours avec la pesanteur et le climat. Donc, les concepts, ils partent de toute une série de choses qui sont toujours multiples, les vecteurs, les enveloppes, les points, les lignes, les surfaces, les pleins et les vides. Il n'y en a pas un isolé les uns des autres. Vous commencez ici 2 bâtiments pour pas très loin d'ici, à Alésia. Le concept part d'un intérieur, part d'un vide, et peu à peu, ce vide se définit. Se définit avec les matériaux, avec les circonstances du programme. Il s'agit d'un musée. L'autre partie, un centre d'interprétation, lui aussi commence à partir d'un vide. Et puis le vide se définit, se referme. À propos, Michel, voici les premières images. Nous faisons donc toute la partie du paysage avec Michel Desvignes, du bâtiment tel qu'il se terminera dans 2 ou 3 mois. Donc, les idées et les concepts, également, il y en a certaines qui sont nouvelles, mais beaucoup, elles étaient là déjà. Hein. Les concepts ne viennent pas de nulle part. L'idée de pont, l'idée de porte-à-faux, on la véhicule depuis longtemps. Les ponts habités, ça existait bien avant le XXe siècle. Les grilles, les trams, les topographies, il y a des concepts que j'appellerais génériques. Un concept générique, c'est le non-plan de Cedric Price, ou bien les typologies de Durand, ou bien le bigness ou le junk space. Dans le cas de Cedric, justement, il regarde les friches industrielles et essaye d'inventer un programme qui, lui, deviendra architecture, mais c'est à partir du contexte qu'il invente le programme. Tout à fait l'opposé d'un Durand, mais c'est aussi un concept. Donc tout le concept de typologie, même s'il est dérivé de l'histoire naturelle et de ses catégorisations. Ou le concept de bigness, dans le cas présent, j'aurais dû plutôt prendre le junk space, parce que qu'est-ce que c'est? Ce sont les espaces résiduels. Par contre, il y a aussi des concepts qui sont entièrement spécifiques, c'est-à-dire qui partent du point de départ, qui peut-être, dans un cas particulier, est le site. La villa de Malaparte par Libera, vous la connaissez, vous avez vu le mépris tous, et dans le cas particulier, elle est directement une émanation du site, comme l'était, ou comme l'est, le musée de l'Acropole que nous avons réalisé il n'y a pas très longtemps, où ce sont les contextes historiques, politiques et bien sûr l'archéologique qui ont donné... Alors,
vous m'avez entendu faire cette séparation de temps en temps entre l'idée de concept, de percept et d'affect. La raison pour laquelle je reviens là-dessus, c'est que ça me semble assez important aujourd'hui, ou peut-être à cause de notre civilisation de l'image, on passe tout notre temps à parler de percept, de perception, à quoi ça ressemble, et pas du tout qu'est-ce que ça fait. Et souvent, à quoi ça ressemble, plutôt que même, on ne parle plus tellement des émotions. Et dans ce diagramme, vous avez une arche. La première, c'est le concept. La deuxième, c'est vraiment un percept, c'est à quoi ça ressemble. Et la troisième, c'est peut-être toutes les émotions qui peuvent, qu'une peinture ou que la réalité des choses peut générer en vous. Cette distinction est fondamentale parce que si vous parlez de vide, ce vide, il n'est pas le même si vous en parlez au niveau du concept ou si vous en parlez au niveau de la perception ou au niveau de l'affect. Dans une autre mesure, lorsque Gauza a dit, montrant un petit croquis sur le côté, ça il me faut 1 heure pour le faire, ça il me faut 1 mois pour le faire et ça il me faut 10 ans pour le faire, c'est une autre manière de voir ce changement, mais il y a toujours du concept. Concept également ont un effet sur les affects. Vous le savez, c'est du housing, hein, c'est du logement. Vous savez bien que c'est pas tout à c'est pas tout à fait la même chose de vivre ici, ici ou ici. Le concept a de l'effet sur l'affect. Dans notre pavillon, là, il y a quelques années, qui était entièrement fait en verre, donc les poutres, les poteaux, l'enveloppe était fait de verre. La manière dont le bâtiment est utilisé, c'est-à-dire le programme, change la nature de cet espace, de ce vide. Donc le vide, il n'est jamais neutre. Il est toujours modifié, transformé, codifié par ce qui s'y passe. Quelques plans et vides, on en a parlé. Je vais reprendre même quelques exemples que vous avez déjà cités dans les heures qui ont précédé. Évidemment, celui-là qui est sublime. Donc, les bons et les méchants. Hein. Les méchants, c'était Le Corbusier. Les bons, c'était la ville de Parme. C'est pas si simple que ça. Et le plan de Nolly, il est intéressant, mais il est vide, dans le sens qu'il ne fait pas de distinction entre le privé et le public, peut-être c'est une de ses forces, et pas du tout la distinction entre le mouvement des corps dans l'espace. Creuser dans l'architecture, que ce soit ici dans notre projet pour le Musée d'Art moderne à New York il y a quelques années, ou un très très beau projet de Rem Koolhaas pour la très grande bibliothèque, sont essentiellement, effectivement, des moyens, des outils de l'architecte. Cette affaire du plein et du vide, c'est une manière dans laquelle on se trouve. Lorsque Malevich, en opposition avec la peinture réaliste de son temps, fait quelque chose qui est aussi une manière de parler des pleins et des vides, fait une réflexion qui est une réflexion de société. À ce propos, les deux toiles sont de la même année. Hein. Et au cinéma, on apprend quelque chose, c'est que c'est une chose qui passe, qui est en développement. Ce qui peut être vide devient plein, ce qui peut être plein devient vide. Concept, ce chien n'aboie pas. Vous connaissez la fameuse remarque du philosophe Spinoza. Et il y a quelques semaines, j'ai pu voir, il y avait cette sublime exposition au Centre Pompidou, où il y avait un original de ce dessin, qui est cette maison de briques de Mies van der Rohe. Je l'ai vu publié 100 fois, mais c'est la première fois que je voyais l'original. Et je découvre que chacune de ces lignes, ce n'est pas une ligne, mais c'est une brique. Cette maison en briques, elle a sa matérialité. Et ce qui se passe,
ce sont les vides entre les pleins. Les pleins, ce sont ces briques, ce ne sont pas ces lignes, ce n'est pas une ligne abstraite, ce sont des briques. Et le vide lui-même devient défini. On parle de définir et d'activer, est défini par les briques elles-mêmes. Concept et expérience, il n'y a pas de vide sans cette expérience qui est très différente. Si vous prenez de nouveau ici Bruce Nauman, l'espace du corridor oppressif, anxiogène, fait partie du concept. Ça devient pratiquement un vide existentiel, un concept existentiel. On a parlé déjà de Cedric, ce qui est bien. Mais je me suis posé la question souvent, quelle aurait été la maison du divorce? Je me souviens d'un projet que j'avais fait il y a longtemps, c'était la maison du docteur Frankenstein et du monstre, qui était la maison de leur lutte, de leur agressivité, et où le mouvement des corps dans l'espace, cette chorégraphie était solidifiée, était donc matérialisée pour devenir, après avoir été simplement une série de vecteurs de mouvement, solidifiée, creusée, et voilà la maison du divorce. Donc formuler le problème, formuler la question, c'est là que ça commence l'architecture, parce que l'architecture c'est assez compliqué, ça ne commence pas par l'architecture, ça commence par une demande, ça commence par quelque chose qui est avant vous. Il y a toujours un problème d'abord, c'est jamais neutre. Dans ce sens, la réponse qui est donnée sur ces deux images est une réponse très différente, mais elle vient de quelqu'un qui a posé le problème. Est-ce que c'est l'architecte qui a écrit le programme ou est-ce que c'est la société? Mais c'est nous qui écrivons cela, c'est nous qui écrivons ces vides. Donc, rien n'est simple parce que c'est toujours une série de critères qui on a parlé tout à l'heure de paradoxes opérationnels, ce sont des paradoxes qu'il s'agit de diriger. Lorsque Niemeyer fait Brasilia, il le fait sans oublier que c'est l'autre réalité. Ce n'est pas nécessairement pour la remplacer, c'est établir cette situation paradoxale que les deux vont coexister, comme ils le font d'ailleurs actuellement. Donc l'architecture n'est jamais neutre. Prenez Terragni, la Casa del Faccio, ce n'est pas le même vide. Ou à la Villette, ce n'est pas le même espace. Je finirai par simplement un projet très très récent que nous venons de gagner pas loin de Pékin. Vous connaissez tous cela. Ici, c'était, non pas dessiné, voilà, vous connaissez. Dans une friche industrielle, dessiné un musée. Et nous avions, comme vous savez, il se passe une chose qui est un peu pénible. Certains d'entre vous dans la salle qui font des concours internationaux le savent. On nous donne 3 semaines. On vous dit, écoutez, il faut que vous fassiez cette ville de 4 millions d'habitants ou ce musée d'1 million de mètres carrés et vous avez 3 semaines pour le faire. Vous n'avez pas le temps d'aller voir le site, vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas du tout de quoi il s'agissait, vous ne savez pas ce qu'il y aura dans le musée. D'ailleurs, souvent, le client ne le sait pas non plus. Donc, on se dit comment aborder les choses et dans le cas présent, j'ai décidé justement de travailler sur cette idée du vide, mais de manière analogique, c'est-à-dire ne sachant pas tellement qu'est-ce que c'est que le vide, ne sachant pas qu'est-ce que c'était que le client ni le site, de dire, bien, bon, on nous donne un diagramme, il y a 2 parties du site, une partie qui sera des espaces commerciaux, des espaces de bureaux, et ici vous nous mettrez 3 musées et une grande salle de concert, puis encore en souterrain des commerces. Ça, c'était les diagrammes des organisateurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, partons de certaines analogies d'abord, l'analogie moléculaire, évidemment, l'analogie des pots. Un pot, ça contient un vide, ça contient de la matière, et même si on ne sait pas ce qu'il y aura dans le pot. Donc, on met des pots sur les deux parties du site, ou on prend une autre, les masques, c'est intéressant, les masques en architecture, parce qu'on fait tous des enveloppes, on faisait des façades, maintenant on fait des masques.
Est-ce que c'est ça l'analogie sur laquelle on travaille, ou de manière un peu plus intellectuelle, l'idée de jeu de taquet ou de jeu d'échecs? Est-ce que c'est là notre point de départ? Puis nous nous sommes dit, il y a deux sites, il y a un site en plein et un site en vide. Nous allons commencer à creuser dans le site en plein les vides nécessaires à faire fonctionner cela, c'est-à-dire amener la lumière du jour, permettre les flux, et ensuite avoir les objets qui seront les musées du programme, qui sont simplement le positif-négatif de l'un de l'autre, les pleins, les vides. Le bâtiment se développe, poussant la logique à l'extrême. Donc, évidemment, Zaha Hadid, MVRDV, quelqu'un de local, et nous-mêmes, où on développe le musée, un musée de l'industrie, simplement à partir de cette idée de reprendre des archétypes et de les transformer dans un contexte, de les décontextualiser, si l'on veut, de cette manière de définir peut-être qu'est-ce que c'est que cette chose très très complexe du vide, qui n'est pas simplement l'absence de plein, mais qui est tout un bagage incroyable qui fait que le vide, c'est beaucoup plus compliqué que l'on pense, et probablement bien plus que le plein. Merci.